Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois l'avocat Ardavan Amir Aslani pour décrypter l'actualité de la situation en Iran, les enjeux internes et internationaux qui se jouent actuellement pour le pays, mais également pour la population iranienne. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Amir Aslani, bonjour, bonne année et merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, mademoiselle, merci de m'avoir invité. Bonne année à vous également. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point global sur la situation en Iran en ce début d'année 2026. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous refaire un petit point des dernières actualités qui se déroulent en Iran ces dernières semaines, notamment au niveau des relations internationales un peu tiraillées, mais aussi de l'instabilité interne qui secoue le pays avec d'importantes manifestations? Je pense que aujourd'hui en Iran, il y a incontestablement une rupture entre le pouvoir en place et l'immense majorité des Iraniens. Ce qui est différent cette fois-ci par rapport aux autres mouvements sociaux que le pays a connus, notamment il y a 3 ans, à l'occasion de la disparition de cette jeune femme maltraitée par la police de mœurs pour une question de foulard, c'est que cette fois-ci, le pouvoir iranien est confronté non pas à une crise, comme il y a 3 ans, la crise du mouvement des femmes vie-liberté, mais à une multitude de crises. L'Iran connaît une crise économique, une crise du fait des sanctions et du snapback prononcé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, transposant de nouveau toutes les sanctions onusiennes qui frappaient l'Iran avant l'accord nucléaire, une crise énergétique, une crise de l'eau, une crise de l'électricité, une crise de l'environnement, une crise du chômage, une crise des libertés sociales, et toutes ces crises-là, si vous voulez, frappent l'Iran au même moment. C'est pour ça que le pouvoir aujourd'hui, incontestablement, est dans une forme de désarroi, ne sachant pas comment affronter ces mouvements sociaux. Et je pense même que l'usage extrême à la force est la conséquence, en fait, de son incapacité à pouvoir confronter ces enjeux avec calme et sérénité. L'extrême violence que nous avons constatée sur place, qui a marqué la réaction du pouvoir par rapport à ce mouvement, traduit en fait les craintes du pouvoir quant à sa propre survie. On parle de plusieurs milliers de morts. Moi, en tant qu'homme, en tant qu'avocat, déjà, je considère qu'un mort, c'est trop. Alors, imaginez plusieurs milliers de morts. Et cette fois-ci, ce mouvement, comme je l'ai décrit tout à l'heure, au lieu de concerner une partie de la société, concerne toutes les couches de la société. Je vous rappelle que cette affaire-là a commencé il y a quelques semaines avec des commerçants qui se plaignaient des fluctuations sur le taux de conversion de la monnaie iranienne par rapport aux devises internationales, dollars notamment, et qui très rapidement a connu un effet explosif, et ça a été partagé par la suite par le Grand Bazar, qui est le poumon économique de l'Iran, par le mouvement estudiantin dans les universités, par les jeunes, par les classes moyennes. Donc aujourd'hui, je dirais que toutes les couches de la société se sont sentis concernés par le sentiment de ras-le-bol général de la population. Et on l'a constaté, l'ensemble des 31 provinces iraniennes ont été secouées et le pouvoir a réprimé dans la violence. Une fois qu'on a dit ça, la question géopolitique, qui est un peu ma spécialité, consiste à voir quels sont les impacts géopolitiques de cette affaire et qu'est-ce qui a fait que le pouvoir iranien s'est senti tellement sûr de lui pour pouvoir agir de la sorte. Alors d'abord et avant tout, je crois qu'il faut rappeler l'affaire du Venezuela,
où on a vu au mépris de tous les principes de droit international, le président des États-Unis kidnapper un chef d'État en exercice et sa femme, sauf pourquoi sa femme. Et il les a amenés à bord d'un porte-hélicoptère américain et ensuite de là à New York pour les voir traduire devant la justice américaine. Tout en laissant le gouvernement de Maduro sur place, avec la vice-présidente qui continue de diriger le pays et la répression qui s'est accentuée. Néanmoins, cette affaire-là a eu un impact. En dehors du fait que le droit international a été bafoué, l'impact a été durement ressenti par la Chine et la Russie. Puisque, comme vous le savez, la Chine est fortement dépendante des ressources minières d'hydrocarbures d'autres pays dans le monde, dont le Venezuela, qui restait dans son sein les principales réserves d'hydrocarbures au monde, et l'Iran. Et la Chine a pris cette affaire-là pour elle-même. C'est-à-dire que la Chine a considéré que les États-Unis cherchaient à mettre le pouvoir chinois dans une position de dépendance face aux États-Unis en ce qui concerne ses besoins énergétiques. Il ne restait plus que l'Iran dans l'esprit des Chinois, et donc les Chinois n'avaient pas envie de voir l'autre grand fournisseur de Pékin disparaître sous le coup de semonce de la puissance militaire américaine. Et je pense, mais c'est de la politique fiction, mais j'ai quelques raisons de croire que ça a joué, que les Chinois ont apporté leur soutien au pouvoir iranien, et les Russes ont fait de même, puisque les deux pays commerçaient avec le Venezuela. Je me rappelle notamment l'arrestation d'un bâtiment russe qui transporte du pétrole vénézuélien par les Américains et l'arrêt des ventes pétrolières à la Chine suite à cette affaire Maduro au Venezuela. Donc je pense que ces superpuissances-là ont apporté leur concours à l'Iran en disant que vous ne serez pas seuls et que vous nous aurez avec vous. Rappelez-vous, le président américain a même imposé 25% de tarifs supplémentaires sur tout pays qui commercerait avec l'Iran dès lors que ce pays-là envisagerait d'avoir accès au marché américain. Donc, l'Iran ne pouvait se permettre d'être seul dans le monde. Donc, ces deux pays, à mon sens, ont apporté leur concours. Et d'ailleurs, ceci, expliquant cela, ça a permis aux autorités iraniennes de considérer que n'étant pas seuls, il leur était permis d'agir avec fermeté et violence à l'encontre de cette population qui n'aspirait en fait qu'à une meilleure vie économique, qu'à un espoir dans un avenir meilleur et à des libertés sociales. Vous l'avez justement évoqué, les relations entre l'Iran et les États-Unis sont instables, tiraillées. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré ce jeudi 15 janvier, je cite, que les prétentions des États-Unis étaient de protéger les droits humains en Iran sont finalement trompeuses et honteuses et qu'il demande l'opposition à toutes les formes d'ingérence étrangère contre l'Iran et son intégrité territoriale et ses intérêts. Et qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations et de cette relation instable avec les États-Unis? Quels sont les enjeux vraiment de tout ça? Je dirais que l'Iran n'a pas de relation instable avec les États-Unis. Je dirais que l'Iran n'a pas de relation tout court avec les États-Unis. Comme vous le savez, à l'issue de l'affaire des otages américains 79-1980, les Américains n'ont pas de relation diplomatique avec l'Iran. Mais là, on est dans le même cadre, si vous voulez, que l'affaire du Venezuela, parce que l'Amérique a ouvertement, par la bouche de son président, prononcé le fait que le droit international n'existait pas pour l'Amérique. Donc, il s'autorise, si vous voulez, à bafouer la Charte des Nations Unies dans tous les sens. Ils l'ont bafoué en kidnappant Maduro, ils le bafouent aujourd'hui en s'immisçant dans la vie politique intérieure iranienne. Alors moi, je ne porte pas jugement de valeur à ce niveau-là. Je pense que dès lors, si vous voulez, que une population désarmée se fait maltraiter, massacrer de la sorte, on peut s'interroger sur la pertinence ou pas d'ailleurs d'une intervention étrangère. Mais d'un point de vue de droit, d'un point de vue de principe de charte des Nations Unies, un pays n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie intérieure d'un autre. Donc là, nous avons le président américain qui dit ouvertement « je vais venir vous bombarder », etc. Pour ensuite se rétracter jour après jour. D'abord, véhiculer l'idée que les États-Unis allaient bombarder en évacuant leur base militaire à l'Odeid au Qatar, pour ensuite dire que oui, non, maintenant, ce n'est plus si le régime iranien procède à des massacres, mais si le régime iranien procède à des exécutions par pendaison.
Et ensuite, hier, pour dire que la question se pose plus, puisque ça tirait de part et d'autre, reconnaissant le discours officiel du gouvernement iranien que les émeutiers, les manifestants étaient pénétrés par des agents armés ou par d'autres manifestants armés qui ont procédé, si vous voulez, à des tirs sur les forces de l'ordre. Je crois qu'il y a eu à peu près 150 officiers de police tués dans cette affaire. Et donc, par conséquent, il n'y a pas besoin, si vous voulez, pour les États-Unis, de faire éruption sur la scène politique iranienne. Donc, il a rétropédalé. Les Israéliens eux-mêmes ont d'ailleurs clairement déclaré, malgré ce que Galante, leur ancien ministre de la Défense, a déclaré que les Israéliens sont présents en Iran à travers leurs agents, puis Netanyahou, via Poutine, a clairement dit aux Iraniens qu'Israël n'envisageait pas de frapper l'Iran d'une manière ou d'une autre. Ces affaires-là, d'ailleurs, étonnamment, ont été interprétées par le gouvernement iranien comme étant une carte blanche pour procéder à la répression des manifestants, chose qui s'est réalisée puisque ni l'Amérique ni Israël, in fine, se sont portés candidats pour frapper l'Iran. D'ailleurs, je me demande même à quoi auraient abouti ces frappes, puisqu'ils n'auraient pas... et qu'est-ce qui reste à frapper? Puisque le pays sous sanction internationale et puis les installations nucléaires ont été décimées par les États-Unis, me semble-t-il. Donc, ils allaient frapper quelques stations de police ou quelques casernes. Dans quelle mesure est-ce que cette affaire-là, dans un pays de 93 millions d'habitants, allait aboutir à imposer davantage de restreintes au niveau des autorités iraniennes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'absence de discours hostile venant de la Russie et de la Chine, tout le contraire, et le retrait des Américains et des Israéliens a fait sentir pour les Iraniens qu'ils étaient libres d'agir comme ils veulent, et chose qu'ils ont fait. Parce que le même ministre de l'Étrangère auquel vous faites référence, dans son discours, a également dit que l'Iran était aujourd'hui fermement en contrôle de la situation locale. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'entend plus parler des manifestants. Alors que les manifestants secouaient l'ensemble de la province iranienne, il y a 2 jours, ça s'est limité à la moitié, et je crois qu'hier encore moins. Donc, peut-être que la répression en Iran a remporté la journée. Comme vous l'avez dit, l'Iran a subi de fortes crises de toutes parts, des crises internes, notamment économiques, mais aussi une jeunesse frustrée et des contestations du coup cycliques. Pensez-vous aujourd'hui que le principal risque pour le pays est toujours externe ou est-ce qu'il devient plutôt interne ? Le risque pour le pays est d'abord avant tout interne, parce qu'un risque externe n'aura aucune chance de prospérer dès lors que l'État, le pouvoir aurait la population derrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, et encore davantage depuis cette répression tragique et violente, que le pouvoir est encore plus seul aujourd'hui qu'il ne l'a été avant les événements. De toute façon, même si le pouvoir iranien arrive à mettre une chape de plomb sur le mouvement et puis arrêter dans la répression, dans un bain de sang, hélas, ces mouvements-là, in fine, il y aura un moment avant et un moment après. Le jour d'après varie. Parce qu'on ne peut maintenir, si vous voulez, une population de 90 millions d'habitants dans des restrictions systématiques des libertés publiques, dans le chômage éternel et dans l'ostracisme international. D'ailleurs, ces personnes qui manifestaient principalement pour une vie économique meilleure et pour la sortie de l'Iran de l'ostracisme international, globalement. Ils voulaient arrêter avec cette exclusion de l'Iran de la communauté internationale. Bien entendu, certains même voulaient un changement de régime. Le risque extérieur existe. Je vous rappelle que l'Iran a été impliqué dans une guerre de 12 jours avec les Israéliens et que le lendemain de la fin de cette guerre, les Américains se sont autorisés d'aller sur place avec des B-2 pour bombarder les installations nucléaires iraniennes. Dans quelle mesure ils étaient successful, si j'ose dire, dans le cadre de ce bombardement, ça reste à démontrer, puisqu'on n'a pas de constat des dégâts, mais ce que l'on sait, c'est que le directeur du renseignement militaire américain a déclaré, quelques jours après cette affaire, que l'Iran n'a été retardé que de 6 mois dans ses quêtes du nucléaire. D'ailleurs, le lendemain, il a été limogé. Donc, je pense que aujourd'hui, dans une situation de flux artistique sur la question. L'ennemi de l'extérieur existe pour l'Iran, Israël, les États-Unis et leurs alliés dans la région, l'Azerbaïdjan, la pétromonarchie arabe, le Golfe Persique. Mais le pouvoir iranien, sa plus grande crainte, c'est face à la population, qui n'en peut plus
de cet ostracisme, qui n'en peut plus de cet appauvrissement continu. Appauvrissement qui est quand même principalement dû aux sanctions internationales que les États-Unis et les autres membres du Conseil de sécurité plus la même ont imposées. Et l'Amérique de Trump, lors de son premier mandat, qui se retirait de l'accord nucléaire au mois de mai 2018, a poussé l'Iran, si vous voulez, davantage vers la pauvreté, alors que l'Iran était en parfaite conformité avec ses engagements au titre de la résolution ayant acté de l'accord nucléaire et tel qu'attesté par 13 rapports successifs de l'AIEA. Donc, quelque part, cette pauvreté, cette situation économique désastreuse que les Iraniens vivent aujourd'hui est du fait des Américains. De manière assez contradictoire, le régime iranien durcit justement la répression, comme on l'a dit, mais cherche aussi une normalisation diplomatique à l'international. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une contradiction structurelle qui décrédibilise un peu l'image et les motivations de l'Iran? C'est vrai que le pouvoir iranien n'a aucun autre choix. Si vous voulez, le droit international n'existant plus, le droit européen et le droit des pays membres de l'Union européenne étant tellement faible, sans portée juridique, aujourd'hui dans le monde, il n'y a que le droit américain qui compte. Le droit américain qui est devenu le droit universel. Parce qu'il suffit que les États-Unis prennent une décision pour que cette décision-là jouisse immédiatement de l'extraterritorialité et s'impose, s'applique partout dans le monde. Et les autres pays et les ressortissants, personnes morales, personnes physiques des autres pays, spontanément se soumettent à la loi américaine. Donc aujourd'hui, l'Iran n'a pas d'autre choix que d'aboutir à un accord avec les États-Unis pour pouvoir sortir de ce marasme économique. Vous imaginez, pour les États-Unis, de dire quiconque travaille avec l'Iran, c'est 25% de tarifs supplémentaires. Qui dans ce monde hésiterait entre le fait d'avoir accès au marché américain et le fait d'avoir accès au marché iranien? Personne. Et tout le monde irait vers le marché américain. Et résultat, l'Iran serait économiquement nul et non avenu, puisque le pays qui serait quasiment de facto dans une situation d'embargo international. Donc ils n'ont pas le choix. C'est pas qu'ils veulent y aller, ils ne peuvent pas ne pas y aller vers l'Amérique. Alors pour terminer cet entretien, pour cette nouvelle année 2026, est-ce que vous pensez que l'Iran pourrait s'orienter vers une ouverture progressive, ou est-ce que vous voyez plutôt un scénario d'un effondrement brutal ou d'un durcissement durable comparable à d'autres régimes autoritaires contemporains? Je ne pense pas que le pouvoir iranien va s'effondrer en tant que tel, ne serait-ce que parce que l'élite du pouvoir n'a nulle part où aller. Puis en 79, quand le régime impérial est tombé, l'ensemble des élites étaient le bienvenu dans tous les pays européens aux États-Unis. Je n'ose pas imaginer où les grands ayatollahs pourraient aller. Ils vont pas aller à Pyongyang. Même Damas, leur allié historique, n'existe plus comme option, puisque même les avions iraniens, depuis l'arrivée au pouvoir de ce militant terroriste Daesh, Julani, qui se fait appeler Al-Shara maintenant, les avions iraniens n'ont même pas le droit de survol de la Syrie. Donc, n'ayant pas de choix sur le fait de savoir où aller s'exiler, ne pouvant se permettre de jouir d'une certaine sécurité à l'étranger, vu tous les ennemis qui se sont fait les 47 dernières années, ces gens-là n'ont d'autre possibilité que de rester sur place. D'où leur réaction ultra violente, parce que c'était justement tout simplement pour sauver leur vie. Et donc, je pense que pour qu'il y ait une transition, il faut que cette transition-là se fasse graduellement, de manière à ce que les solutions alternatives qui pourraient arriver seraient susceptibles d'apporter quelques confort et sécurité à ceux qui sont en place aujourd'hui pour qu'ils puissent sauver leur vie et leur argent mal acquis. Autrement, comme un chat dans un corner, il ne pourrait qu'ériffer. Donc je ne crois pas à une chute brutale, à un effondrement du système. Parce qu'ils n'ont tout simplement pas d'alternative. Et il n'y a pas d'opposition en tant que telle. Eh ben, Monsieur Amir Aslani, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise. Et on espère merci à vous, Mademoiselle Perron. Au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci. Au revoir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à lundi pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end. À lundi.